Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé dans un univers parallèle? Je parle pas d'un univers de fantasy ou de fiction, je parle d'un univers qui est la copie conforme du nôtre. Mais dans cet univers, tout au long de notre vie, des petites variations sont apparues. Des variations minimes, presque imperceptibles. Ça peut être votre voisin de classe en primaire qui est absent le jour de la rentrée, votre voiture qui cale quand le feu passe au vert ou tout simplement vous, étant enfant, qui donnez un coup de pied dans une petite pierre. Ces variations, dans cet univers, ont eu des conséquences beaucoup plus grandes des années, voire des dizaines d'années plus tard, sans que vous vous en rendiez compte. Votre meilleur ami est devenu une autre personne. Dans cette réalité, c'est l'élève qui a pris sa place à côté de vous, qu'il est devenu. Quand votre voiture s'est arrêtée à ce feu vert, vous avez évité le chauffard qui allait griller le feu rouge. Et ce petit caillou dans lequel vous avez tiré des années auparavant sera celui sur lequel vous avez trébuché 10 ans plus tard. Les petites variations de cette réalité alternative ou les conséquences de vos choix dans la réalité actuelle, ça a un nom. C'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est un concept fascinant, qui tire ses origines de la théorie du chaos, et vous avez sûrement dû déjà entendre cette expression reprise et modifiée au cours du temps. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? L'effet papillon a été détourné de plein de manières différentes, dans les films, les jeux vidéo, les livres, mais une dualité revient à chaque fois, dans toutes ses œuvres. Le destin est-il tracé? Ou les choix peuvent-ils changer le destin? Dans Life is Strange, l'accumulation de petites variations mène à une catastrophe certaine. C'est nos choix et nos décisions qui nous mènent petit à petit à cette fin funeste. Dans Breaking Bad, le choix de Walter White de ne pas sauver la petite amie de Jesse mène à une terrible catastrophe aérienne quelques jours plus tard, qui coûte la vie d'une centaine de personnes. Dans Avenger, Dr Strange a choisi de donner la pierre d'infinité parce qu'il savait que les conséquences de cet acte étaient la seule solution pour sauver la moitié de l'univers. Mais que peut-on faire si l'on ne peut pas prédire l'avenir ou remonter le temps? Chaque seconde de votre vie qui passe définit constamment votre futur. Souvent, on imagine que les choix du métier ou des études est un embranchement principal de la vie. Et si je vous disais qu'il y en avait d'autres, encore pire, que ces choix ont été faits par une autre personne que vous? Revenons dans notre réalité alternative. Que serait votre vie si vous aviez été dans une autre école dans votre jeunesse? La plupart du temps, vos parents sélectionnent l'école la plus proche, mais dans cette réalité, l'école de votre village est fermée et abandonnée. Vous êtes obligé de rejoindre l'école de la ville la plus proche. Qui auriez-vous rencontré? Quels amis auriez-vous eu? Quelles expériences amoureuses vous auriez vécues? Toutes ces expériences qui vous ont défini dues au simple choix de votre école. Et ce choix n'était pas de vous. Requittons notre réalité alternative. Je vais vous raconter l'histoire de Joseph Laroche. Un homme qui, dans sa vie, est tombé sur un embranchement. Aller en France, continuer ses études, ou rester à Haïti. Joseph Laroche est né en 1886 à Haïti. Sa mère fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'élever et faire en sorte qu'il ne manque de rien. Elle dit « Je veux en faire un homme autonome et lui donner toutes les chances de réussir dans ce pays où la misère est la seule chose qui est le mieux partagée. » Euzélie Laroche, la mère de Joseph, a réussi à l'élever de cette manière car elle a fait fortune dans le commerce de café. À 14 ans, Joseph prend la plus grande décision de sa vie. Il veut devenir ingénieur. Il part donc, toujours avec cette idée en tête en 1901, à l'âge de 15 ans, en direction de la France. La mère de Joseph le soutient à un tel point qu'elle est prête à tout miser sur sa réussite. Joseph est inscrit à l'institution du Saint-Esprit à Beauvais, un pensionnat pour garçons tenu par des religieux mais destiné à l'élite. L'année coûte plus de 1000 francs, ce qui est à peu près l'équivalent de 450 000 € actuels avec l'inflation. Joseph, durant sa première année, découvre la ville. Elle ne ressemble en rien à ce qu'il imaginait et des photos qu'il avait vues de Paris, mais s'adapte très vite à son environnement.
Dès le début de l'année scolaire, Joseph obtient de très bons résultats et ne veut négliger aucune matière. Les années passent et en 1904, après travail et acharnement, Joseph décroche son baccalauréat. Direction l'Institut agricole de Beauvais où maintenant il commence sa formation pour devenir ingénieur agronome. Il sera toujours entouré d'enfants aisés mais rencontrera dans cette période une certaine Juliette Lafargue. Entre son travail et son amour naissant, Joseph arrive à valider sa thèse en 1907 et devient officiellement ingénieur. La vie de Joseph ne sera pas simple. Après les écoles entouré de personnes aisées, il décide de s'installer à Lille, avec sa compagne. Mais le racisme était très présent et les expositions coloniales étaient encore à la mode. Alors Joseph ne trouva que des petits boulots et souvent très mal payés, sous prétexte de son jeune âge et de son manque d'expérience. Tout ça lui fait prendre conscience que sa vie n'est plus en France, mais bien à Haïti, entouré de sa famille et loin de tous ses cercles humains. Mais son amour lui fait retarder son retour. En 1908, il se marie avec Juliette, et entre 1909 et 1910, le couple donne naissance à 2 petites filles. Avec ces 2 naissances, le couple augmente les dépenses du foyer. Seulement, la carrière de Joseph ne décolle pas. Entre-temps, le mari de la cousine de Joseph prend le pouvoir à Haïti. Cincinnatus Lecomte, de son nom, lui propose alors un emploi comme professeur de mathématiques et physique dans son pays natal. Joseph n'a pas besoin de plus d'arguments pour être convaincu et décide donc de rentrer au pays en emmenant sa famille avec lui. Joseph attend un 3e enfant avec sa femme et décide de prendre des billets pour un paquebot nommé le France à destination d'Haïti. Joseph apprend avant le départ le règlement du navire, les enfants ne sont pas autorisés à manger aux mêmes endroits que leurs parents sur le bateau. Joseph prend donc la décision de changer ses billets pour prendre un autre bateau qui, lui, autorise les parents à rester avec leurs enfants. C'est donc le 10 avril 1912 que Joseph et sa famille embarquent sur le RMS Titanic. La suite, vous la connaissez. Joseph, le jour du naufrage, a été séparé de sa femme, qui était avec l'une de ses filles, Simone. Lui était encore avec sa fille Louise. Juliette avait eu le temps de monter sur un canot de sauvetage avec Louise car l'ordre d'évacuer les femmes et les enfants d'abord était donné. Joseph est parvenu à ramener Louise à sa mère, in extremis. Alors que le canot commençait sa descente, Joseph, lui, resta à bord du Titanic. Joseph Laroche était le seul passager noir du Titanic, et jusqu'au bout s'est comporté en héros. Il a sauvé sa fille Louise d'une mort certaine, et son histoire mérite d'être racontée. Vous vous souvenez, je vous ai dit que votre vie aurait pu être différente à cause d'une simple pierre. L'iceberg qui a frappé le Titanic était peut-être formé depuis des dizaines, centaines, voire des milliers d'années, mais il s'est décroché de la banquise et s'est déplacé à ce moment précis. La vie de Joseph était-elle prédéterminée? Avait-il le choix? Une simple ligne de règlement de conduite sur le navire Le France a déterminé la fin de la vie de Joseph. Une simple ligne. Dans l'univers alternatif, le Titanic est arrivé sans encombre, l'embranchement n'était pas le même. Les petites erreurs qui ont mené à cette fin pour l'insubmersible n'ont pas été commises. Dans notre réalité par contre, le capitaine Edward Smith a refusé de faire un exercice d'évacuation le jour du drame, qui était pourtant prévu ce jour-là. Le bateau étant à pleine vitesse depuis son départ, arrive au coucher du soleil dans la zone parsemée de glace de l'Atlantique du Nord, ce qui rend les icebergs plus difficiles à repérer à cause du reflet du soleil sur la surface de l'océan. Le Titanic, vers 19h15, avait reçu 5 avertissements liés au risque de collision par un navire voisin. Jack Phillips, le radiotélégraphe, prend note de ces informations, mais ne les transmettra jamais car il était occupé à transmettre à la place les messages personnels des passagers. Un dernier avertissement arrivera à 22h55 par un paquebot complètement coincé dans la glace, mais il sera de nouveau ignoré par Jack Phillips. À 23h40, le destin, c'est une sorte de paradoxe. Si vous vous retrouviez devant 2 portes, l'une mène à un beau trésor et à la réussite, et l'autre à une mort certaine. Si vous aviez le choix, vous choisiriez laquelle? Et est-ce que c'est vous ou votre destin qui avez fait le choix? Il est impossible de répondre à cette question.
je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire d'une personne sans qui, actuellement, aucun d'entre nous n'existerait probablement. Le 27 octobre 1962, Vassili Arkhipov était un officier supérieur dans un sous-marin soviétique, B-59. Nous sommes en pleine guerre froide, et la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique est à son paroxysme. 2 avions espions américains venaient d'être abattus, l'un au-dessus de Cuba, l'autre perdu dans l'espace aérien de l'URSS. Les États-Unis ont donc répondu à cet affront avec un contre-torpilleur, le USS Bailey. Le destroyer commence alors à lâcher des grenades sous-marines en direction du sous-marin nucléaire qui, à son bord, était équipé de 22 torpilles, dont une avec une tête nucléaire de 10 kilotonnes. La bombe d'Hiroshima faisait-elle 13 kilotonnes en comparaison. À bord du sous-marin, l'atmosphère est étouffante et la situation peut dégénérer à tout moment. Le commandant Valentin Savitsky ne savait pas que les bombes larguées sur son sous-marin étaient en fait des charges d'exercice, qui ne faisaient donc pas de dégâts et qui visaient juste à le faire remonter à la surface. Les USA, pendant ce temps, ne voyant aucune réaction de l'ennemi, envoient donc d'autres contre-torpilleurs, bombarder le sous-marin toujours immergé. La tension, déjà grande, monte encore d'un cran. Et dans le sous-marin, les soviétiques se pensent perdus. Le commandant demande alors la préparation de la tête nucléaire en vue de faire feu en direction du Randolph, un porte-avions de 271 mètres de long qui menait les opérations des forces navales américaines. La décision de ne pas déclencher ce cataclysme nucléaire n'a pas été prise au Kremlin ou à la Maison-Blanche, mais bien au fond de l'océan, dans un sous-marin sous pression des bombardements américains, par une seule personne. Le lancement de la tête nucléaire exigeait le consentement de 3 officiers supérieurs présents à bord. Les 2 premiers étaient d'accord, seul Arkhipov a refusé de donner son accord. Un simple mot aurait pu changer la face entière de l'humanité. Dans notre univers alternatif, cette fois-ci tout ne s'est pas passé pour le mieux. Les 3 officiers ont donné leurs accords et la tête nucléaire lancée à pleine vitesse a touché sa cible. Le Randolph était pulvérisé et le nuage atomique qui s'en dégageait se déplaçait vers les terres. La réponse des USA aurait été un missile en direction de Moscou, et l'URSS aurait visé les cibles économiques, Londres, Allemagne. La moitié de la population anglaise n'existerait plus, et le SIOP aurait été déclenché. C'est le plan de réponse aux attaques nucléaires des USA. 5500 charges nucléaires sur des milliers de cibles. Les conséquences de toutes ces explosions et destructions sont inimaginables, et l'humanité n'existerait peut-être plus. Ce 27 octobre 1962, Vassili a sauvé des milliards de vies, des vies présentes et les vies à venir. Le destin ou nos choix, on pourrait en rajouter un autre facteur. La chance. Si on reprend notre exemple avec les 2 portes, mais que cette fois-ci on rajoute une personne avec vous. Vous êtes le deuxième, et vous êtes obligé de prendre la porte que le premier n'a pas choisie. Est-ce que cette deuxième personne, qui a vécu toutes ces années avec ses propres expériences, va vous condamner à prendre la mauvaise porte ? Ou est-ce que vous allez avoir de la chance ? L'effet papillon, la chance, le destin. Voyons plus loin, ou plutôt bien avant. Il y a 66 millions d'années, la Terre aussi a subi un embranchement. Perdu dans l'immensité absolue de l'espace, un rocher de 30 km de diamètre se déplace à une vitesse démesurée. Il a peut-être voyagé des milliers et des milliers d'années, croisé les forces gravitationnelles de centaines de planètes ou de lunes, percuté des ceintures d'astéroïdes les unes après les autres, mais malgré toutes ces choses, un petit point bleu apparaît sur son chemin. Un petit point bleu qui grandit encore et qu'il ne pourra pas esquiver cette fois-ci. Notre monde entier en subira les conséquences pendant des centaines de milliers d'autres années, qui mènera à la création de notre atmosphère parfaite pour le développement de la vie. Ce voyage entre nos 2 réalités, il n'a pas pour but de vous donner une réponse pour savoir si oui ou non nos choix sont propres ou si nos destins sont tracés. L'effet papillon pour moi, c'est un moyen de mettre sa vie en perspective, de considérer ou reconsidérer nos situations. Au cours de notre vie, on est amené à faire des choix des plus banals aux plus importants. Et le moindre de vos petits choix peut changer votre vie. Et là,
je vais te parler à toi qui m'écoutes. Ces battements d'ailes, aussi insignifiants qu'ils puissent être à tes yeux à ce moment de ta vie, apprends à les voir. Être patient. Tout ce qu'il se passe autour de toi, tu ne peux pas le contrôler. Les choses t'arriveront en bien comme en mal, et c'est à ces moments précis que tu feras la différence. C'est à ces moments clés, ces embranchements de ton existence, quand tu te poseras des questions sur ton travail, tes relations ou ton état mental, c'est là que tu seras le maître de tes choix. Ne laisse jamais quelqu'un choisir la porte à ta place. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de différent cette fois-ci, un mélange de vidéos immersives avec un petit peu de storytelling. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je pourrais améliorer ou au contraire s'il y a des choses qui vous ont particulièrement plu. En tout cas, je voulais remercier les un petit peu plus de 800 personnes qui ont décidé de me faire confiance à la suite de cette première vidéo. Donc merci à vous, j'ai lu tous vos commentaires et ça fait chaud au cœur. Le petit moi d'il y a 14 ans aurait été comme un fou en voyant tout ça. Et d'ailleurs, le moi de maintenant l'est toujours autant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao!